Convainc-moi ce matin, l'Éden, mercredi 20 janvier 2021 aux États-Unis, le 46e président et sa vice-présidente vont prêter serment. La cérémonie va se dérouler. Et bien sûr, à midi aux États-Unis, ça va être à 18h de Paris. Une cérémonie qui se tient dans des conditions un peu particulières. On parle d'investiture hors normes en raison du contexte de la pandémie. Et bien sûr, du coronavirus, les États-Unis étaient très touchés par cette pandémie, 400 000 morts. Et ensuite, pour des raisons de sécurité, vu les derniers événements au niveau du Capitole, les partisans pro Trump qui n'ont toujours pas digéré l'échec ou bien la défaite de leur candidat, de leur leader aux dernières élections aux États-Unis. Mais la question que nous allons nous poser ici sur ce plateau, quelle va être la politique américaine sous Trump en ce qui concerne l'Afrique, le continent africain? On sait que les États-Unis, et bien sûr, tiennent beaucoup de relations avec le continent africain sur le plan militaire, sur le plan commercial, sur le plan des aides et bien d'autres. Alors, qu'est-ce qui va concrètement changer pour l'Afrique sous la présidence ou bien sûr sous Biden? Nous allons en parler avec un acteur du domaine des relations internationales, Morgan Metondi, Morgan Asogba Metondi. Morgan, bonjour. Bonjour, Monsieur Corneille. Alors, on n'a pas pu donc avoir donc Monsieur Rabiaka sur ce plateau. Certainement qu'on le retrouvera à d'autres occasions. Morgan Asogba Metondi, d'abord, on a vu donc les élections aux États-Unis le 20 novembre et surtout la réaction de Trump. Ça n'arrive pas souvent au niveau de la démocratie américaine. Il y en a qui disent souvent que c'est en Afrique qu'on voit ce genre de comportement et autres, ouais, qui à un moment donné n'a pas reconnu donc sa défaite. Ensuite, finalement, il a fait. Et puis quoi? Il annonce qu'il ne va pas participer à l'investiture. Aujourd'hui, on a eu les derniers événements. Alors, pendant ce moment, la démocratie américaine a-t-elle vacillé un tout petit peu? Oui, vous savez, la façon dont on apprécierait la démocratie américaine va dépendre déjà de la conception que l'on a de la démocratie en tant qu'institution. Il y a cette partie des analystes qui considèrent la démocratie comme une institution lorsqu'elle est bien appliquée. Il y a tous les critères allant du respect des droits de l'homme, de la séparation des pouvoirs et une certaine stabilité dans la gestion de la chose publique. Et il y a d'autres qui perçoivent la démocratie comme n'étant pas un acquis, comme étant une institution qui est en perpétuelle, évolution. Et l'un des facteurs clés dans l'évolution d'une démocratie, c'est bel et bien sa capacité à aller au-delà des épreuves qu'elle rencontre. Donc, si vous vous inscrivez dans la logique de ce dernier groupe, vous ne direz pas tout de suite que la démocratie américaine est en train de vaciller, mais vous verrez dans cette situation qui s'est présentée aux États-Unis comme une occasion pour la démocratie américaine de grandir davantage, de montrer sa maturité. Parce que là, vous voyez des institutions quand même qui sont fortes. Vous voyez des institutions fortes qui confirment la règle selon laquelle lorsque vous êtes dans une démocratie et que vous avez des institutions fortes, quel que soit ce qui se passe, d'une certaine façon, la démocratie continue à faire son chemin. Alors, est-ce que pendant ce moment, on n'a pas aussi, on était en face d'une personnalité un peu compliquée, Trump, qui, voilà, durant donc ces 4 dernières années, a montré vraiment, a fait montre de cette complexité-là au sommet de l'État. Oui, ce n'est même pas durant seulement ces moments. C'est la personnalité et l'idiosyncrasie du président Trump qui a été confirmée encore. Il n'a pas changé dans sa façon de faire, dans sa façon d'opérer et dans sa façon de réagir face à certaines situations. Il est resté constant. Parce que lorsque vous regardez le président Donald Trump, c'est un président qui a été élu sur la base d'un certain nombre de promesses de campagne et qui a tenu à satisfaire du moins la majorité de ce qu'il a donné comme promesse de campagne. Et lorsque vous regardez son comportement pendant les élections et même avant les élections, où il disait déjà que ces élections ont été volées, qu'il a la confirmation
que les élections lui ont été volées. Et vous regardez aussi l'augmentation qu'on a pu observer par rapport au nombre de personnes qui ont voté pour lui, parce qu'on a quand même environ 70 millions, sinon voire plus, d'Américains, et 12 millions plus qu'il y en avait en 2016 qui avaient voté pour lui. On se pose beaucoup de questions par rapport à déjà ces revendications, parce qu'il faudrait réellement mener des enquêtes assez poussées pour comprendre, même si lorsque vous regardez les médias et vous regardez certains experts, sinon la majorité des experts américains, ils insistent sur le fait qu'il ait perdu les élections. Mais ce qui est très intéressant et qui amène à réfléchir, c'est le comportement de ceux qui sont considérés comme étant les partisans de Donald Trump le 6 janvier, qui ont pris d'assaut le Capitole. Il y a plusieurs analystes qui lisent ce comportement comme étant un fait qui est parti de la seule volonté du président Trump à inviter ses partisans à aller attaquer le Capitole. Mais lorsque vous prenez un peu de recul, vous constatez que, quel que soit Alpha, le président Trump ne s'est pas divisé en plusieurs personnes, et que s'il a autant de monde qui se soit lancé dans une dynamique, c'est qu'il, dans une certaine mesure, partage ou représente les valeurs de ces personnes. Et que s'ils en viennent à aller au Capitole et à poser ces actes de violence sur leurs élus, eh bien la division aux États-Unis est beaucoup plus que matérielle et ne date pas de l'époque Trump. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer le président Trump comme étant le mal qui affecte le pays, les États-Unis, mais il faut regarder dans toute l'histoire des États-Unis et comprendre que peut-être le président Trump ici peut être appelé ou considéré comme la goutte d'eau qui a permis à toutes ces frustrations, à toute cette division de remonter proprement en surface. Et dans cette dynamique, il y a un comportement qui est en train d'être adopté par les démocrates, qui est celui de vouloir déjà, il y a une procédure d'impeachment qui a été considérée et il a été impeached. Et ensuite, vous avez une procédure de jugement qui est en train de se produire, qui pourrait viser à ne plus lui permettre d'être candidat, du moins à mettre fin à sa carrière politique. Et là, c'est dangereux. Parce que mettre le président Donald Trump sur la touche en matière de politique, c'est en quelque sorte mettre environ 70 millions d'Américains sur la touche politique. Et là, il continue de bénéficier de la part de certains partisans de ce soutien conditionnel. Donc c'est un problème à traiter avec délicatesse, et le président Biden, probablement dans sa dynamique, a pu identifier avec même les démocrates que le pays est divisé, et donc ils devront trouver une solution pour unir les Américains, puisque c'est sous la bannière d'une Amérique unie que s'inscrit apparemment son discours d'investiture. Et puis Trump qui ne participe pas donc à l'investiture de son successeur. Alors, mais ça s'est passé aux États-Unis dans l'histoire, paraît-il. Ça fait 150 ans déjà que c'est arrivé. Alors, est-ce que cela ne montre peut-être pas des signes déjà de division au sommet de l'État? Ces signes apparaissent depuis très longtemps. Depuis déjà le temps où le président Trump a refusé de reconnaître la victoire de son adversaire Joe Biden. C'est pas quelque chose qui est courant aux États-Unis, et c'est la meilleure chose à faire lorsqu'on estime qu'il faille aller dans une transition assez confortable, et aussi aller dans le sens du développement du pays. Parce que lorsque l'adversaire n'admet pas et n'accompagne pas le successeur dans sa politique de développement du pays, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux, et dans le processus au fil des années qui a été acquis en matière d'investiture d'un président, ce processus se termine normalement par un tête-à-tête
entre le président entrant et le président sortant. Et il n'y aura pas ce tête-à-tête. Quoique symbolique cela puisse paraître, c'est plus que symbolique parce que cela permet, comme nous aimons tant à le dire dans nos coutumes, de nouer la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Et c'est véritablement là la passation de charge. Exactement. C'est ce qui matérialise au plus grand sommet la passation de charge. Et il faut notifier aussi qu'il y a eu déjà une sorte de lenteur, pour ne pas dire blocage, dans le processus de, de remise du pouvoir. Parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs institutions qui interviennent dans l'entourage du président. Il y a le FBI, il y a des codes qu'il faut faire passer, il y a plein de choses qu'il faille changer. Mais le président Trump a été un frein pour ce processus, puisqu'il n'a pas reconnu jusqu'il n'y a pas longtemps, sinon quelques jours, que son adversaire devrait être le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Donc, son système et son équipe sécuritaire et tout le reste, ils n'ont pas accepté de façon paisible à passer les informations nécessaires pour que le président Biden, puisse former son équipe à temps, parce qu'il fallait former l'équipe à temps et que l'équipe puisse déjà commencer à prendre connaissance des différents dossiers, à commencer à mettre en place la stratégie par rapport à chaque différent secteur. Son équipe n'a pas eu ce temps-là. Et donc, il est d'une certaine façon déjà en retard sur cette capacité-là à bien s'organiser avant de prendre les règles du pays le 20 janvier. Et maintenant, voilà encore que son prédécesseur refuse de venir dîner avec lui. Mais c'est compréhensible, le comportement du président Trump. Compréhensible sur deux plans. Le premier plan, cela convient à la personnalité de l'homme. C'est comme ça que l'homme se comporte. Le second plan, voilà quelqu'un qui est un président sortant et à cause d'une manifestation, oui, qu'on pourrait comprendre lorsqu'on regarde ses propos, qu'on puisse dire qu'il a une part de responsabilité, et même en tant que président de la République, qu'il ait une part de responsabilité, on pourrait comprendre, mais qu'on puisse dire directement qu'il est la raison principale et la cause de ces manifestations qui ont débouché sur des débordements, et qu'on intente un processus qui, visant à le retirer, à l'empêcher d'avoir une vie politique, on peut comprendre son comportement. On peut comprendre son comportement qu'il refuse, parce que c'est difficile de demander à quelqu'un de déjeuner avec quelqu'un qui a entamé une procédure en griffe. Et cela explique aussi le comportement du président Biden qui, dans une certaine mesure, reconnaît que les démocrates sont en train de le mettre dans une situation assez délicate, qui ne favorise pas forcément l'avancée de son plan d'action gouvernementale, puisqu'il va passer une grande partie du temps aujourd'hui, dès qu'il prendra les rênes du pays, à chercher à unir le pays. Parce qu'il va chercher à unir les partisans, aussi bien les partisans. Là, vous rentrez déjà dans les priorités pour Biden, mais en attendant, quand on revient au cas Trump, on a quand même vu que dans ses déclarations ces derniers temps, ses soutiens l'ont lâché un tout petit peu au sommet. Oui, vous savez, c'est important de comprendre cela parce que... Puisque mis à part ceux qui sont à la base, les partisans conditionnels à la base, on a quand même vu qu'au sommet de l'État, il a manqué de soutien. Oui, on a vu de très grands tenors de partis républicains qui ont dit que son attitude ne convenait pas. Mais il faut les comprendre. Ils sont dans leur rôle de leader politique et d'opinion. Mais là n'est pas forcément le détail le plus important. C'est le détail le plus important en matière de stratégie politique. Cela montre que la stratégie politique du président Trump va prendre un coup. Si on a des tenors du parti républicains qui sont en train de le lâcher. Mais en matière d'effectivité sur le terrain, cela ne pose aucun problème puisque ce sont les citoyens qui participent aux élections, qui mettent en place ces grands élus qui sont aujourd'hui des sénateurs ou des membres du Congrès américain qui sont républicains et qui sont en train de, d'une certaine façon, de se désolidariser de ce comportement du président Donald Trump. Donc, d'une part, sur le plan stratégie politique, c'est un problème, mais sur le plan de politique de base et
sociale, ce n'est aucun problème. Tant que ses partisans restent mobilisés derrière lui, ça veut dire qu'il a un capital politique qui lui donne une influence vraiment importante dans la gestion de la chose publique aux États-Unis. D'accord. Et maintenant, en termes de priorité pour Biden, vous avez commencé par citer déjà la réunification. Il y a aussi le contexte de la pandémie aussi, fait face à cela. Oui. Alors, quelles seront ces premières réactions ou actions, selon vous? Oui, vous l'avez souligné. Tout de suite, il y a la pandémie, il y a le processus de réunification. Il faut noter que les États-Unis, l'investiture de Joe Biden se passe avec une armée, un nombre de militaires assez considérable, quelque chose qui semble être du jamais vu aux États-Unis. Lorsqu'on écoute aussi les analystes qui comparent le nombre de militaires déployés dans la zone du Capitole au nombre de militaires qui sont présents dans plus de 3 zones à l'extérieur des États-Unis, cela montre qu'il y a vraiment un problème même déjà de sécurité à l'intérieur du pays. Et si les partisans en griffe du président Donald Trump représentent un problème de sécurité à l'intérieur du pays et qui sont 70 millions, il faut vraiment que l'administration Biden, cela montre qu'elle aura du pain sur la planche en matière de Homeland Security, c'est-à-dire la sécurité sur le territoire américain lui-même. Maintenant, par rapport au processus contre le coronavirus, qu'on le veuille ou non, si tant est que les vaccins qui ont été mis sur pied constituent déjà un plus. Il faut dire que le président Donald Trump a quand même, son administration a fait un travail considérable et que l'administration Biden aujourd'hui devra convaincre les Américains de l'efficacité et de la pertinence de ce vaccin, parce qu'il faut dire qu'il y a un nombre d'Américains qui continuent d'être réticents par rapport à l'objectif de ce vaccin et à sa capacité à mettre une sorte de fin à la pandémie. Donc, il faudra que l'administration Biden puisse convaincre les Américains de cela. Maintenant, il y aura la politique étrangère forcément qui, d'une certaine façon, pourrait être redéfinie par l'administration Biden, qui s'aligne forcément dans la dynamique de l'administration Obama, qui n'est pas forcément celle qui a été démontrée par l'administration Trump. Et puisque vous parlez déjà de cette politique étrangère, pour le cas de l'Afrique, qu'est-ce que cela peut changer? Tout de suite, certainement, un bon nombre de leaders africains vont être contents de savoir que le président Donald Trump n'est plus, n'aura pas un autre mandat et que c'est l'administration Biden. Tout de suite, pourquoi? Il a été quelque peu, Trump, il a été quelque peu une sorte de bête noire pour les chefs d'État africains, c'est ça? Pour ceux qui sont restés moulés dans cette collaboration ou coopération avec les États-Unis qui visait à faire des États-Unis non seulement la police du monde, mais une source d'aide sur le plan financier, une coopération qui permettait à un bon nombre d'États africains de s'en sortir sur certains plans, que ce soit économique, que ce soit politique ou sécuritaire. Parce qu'il faut dire que ce soit coopération multinationale ou bilatérale, les États-Unis se sont avérés être de très grands contributeurs pour le développement d'un nombre important de pays africains. Donc pour cela, oui, le président Trump était un problème, un véritable problème en matière de politique étrangère. Mais il y a un autre groupe. C'était quoi concrètement? Le problème, c'est que le président Trump a décidé de ne plus financer dans la même dynamique les programmes, que ce soit d'aide sur le plan bilatéral ou multilatéral, ou même les partenariats économiques et politiques avec les États africains. Au fait, il a fait comprendre que sa priorité étant les États-Unis, qu'il était important de changer de direction à tous ces financements et qu'il fallait que les pays africains en griffe prennent leurs propres responsabilités et fassent comme lui, qu'ils s'occupent de leur peuple, qu'ils s'occupent de développer leur économie. Et ben voilà, en ce moment-là, peut-être ils pourront réellement s'asseoir et parler.
Et cela, c'est quelque chose qu'il a matérialisé dès le premier sommet en griffe qu'il a eu, la première rencontre qu'il a eue avec les chefs d'État africains, et qu'il a aussi dit à l'Assemblée générale des Nations unies dès qu'il a pris le pouvoir aux États-Unis. Donc ce problème existe, contrairement à la dynamique des démocrates, qui étaient dans une dynamique de politique étrangère visant à montrer que les États-Unis continuent d'avoir une influence considérable et souhaitent participer entièrement au développement, que ce soit des pays africains, que ce soit des institutions internationales ou plein d'autres pays où ils ont la capacité d'influencer. Et donc, on est dans une possibilité de se retrouver dans ce contexte où les États-Unis vont recommencer à apporter l'apport financier aux pays africains en général, à redynamiser, revitaliser un certain nombre de programmes d'aide, USAID, à reprendre leur place au sein des Nations Unies, à investir davantage dans l'Organisation mondiale de la santé, puisque vous êtes, comme moi, vous savez que le président Trump a réduit et était dans une dynamique même de ne plus financer l'Organisation mondiale de la santé sur une certaine base de considération, et il a réduit aussi l'apport financier des États-Unis aux Nations Unies. Et lorsque vous prenez le cas des Nations Unies qui agit beaucoup plus dans les pays africains, parce qu'on a beaucoup plus de situations conflictuelles, d'opérations de maintien de la paix dans les pays africains. Donc vous comprenez que les budgets ont été touchés, ce qui empêche ces structures d'opérations de maintien de la paix d'être efficaces. Donc on pourrait avoir une redynamisation financière de toutes ces institutions qui pourraient profiter aux pays africains dans l'ensemble. D'accord. Alors, mais aujourd'hui, quelles sont les stratégies que ces pays devront, selon vous, adopter désormais pour accélérer un peu que cette politique change? Déjà, il faut dire que les pays africains en général ont commencé, ceux qui appartiennent à la catégorie, qui souhaitent renouer avec cette capacité d'apport, d'aide et de coopération avec les États-Unis, sont déjà en train de mettre en place une stratégie pour attirer l'attention du nouveau président Biden sur la nécessité de reprendre avec ce genre d'assistance. Déjà, il y a plusieurs pays qui ont félicité le président Biden depuis très longtemps. Il y a aussi cet aspect de travel bans qui visait à empêcher certains pays, les ressortissants d'un certain nombre de pays africains, le Soudan, le Nigeria, à pouvoir voyager de façon normale, avoir des visas pour il y a ce travel ban qui va certainement être mis en cause parce que le président Trump, il a vraiment fermé la porte à un nombre considérable de pays et il y en avait suffisamment de pays africains dedans. Donc, tous ces États vont mener des démarches pour rappeler au président Biden qu'il faille renouer. Dans le même temps, vous aurez des États qui ont pris goût à la chose de pouvoir trouver leur chemin autrement. Des États africains qui vont beaucoup plus être dans la dynamique de ne pas forcément aller dans le sens de ces partenariats qui, dans une certaine mesure, comme le disent un certain nombre d'analyses aussi, rend l'Afrique ou les pays africains dépendants de ces institutions financières et de ces partenariats où vous avez des budgets d'État qui se reposent, lorsque vous regardez les sources, la mobilisation de financement qui se repose entièrement sur soit l'apport entre les partenaires économiques ou les organisations comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international et beaucoup, les États-Unis, comme je le dis, apportent beaucoup dans le budget de ces pays africains. Donc sa politique étrangère vers l'Afrique pourrait ressembler un peu à ce qui s'est passé sous Obama. Naturellement, avec quelques difficultés,
peut-être, mais naturellement, on est en train de... Puisqu'il a été vice-président sous le président Obama, ça veut dire qu'il était un acteur important de la mise en place de cette politique du président Obama. Mais aujourd'hui, il a l'opportunité d'être président et probablement il va continuer dans la même dynamique. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'il a en face un héritage qui n'est pas forcément en faveur d'une poursuite directe de cette politique, parce que la gestion de l'économie américaine, lorsque vous regardez le plan du président Biden, c'est plus de 3 trillions qu'il décide d'utiliser pendant son prochain mandat pour pouvoir résoudre les problèmes des Américains. Et quand on dit des Américains, on dit le monde aussi, puisque les démocrates ont une tendance à vouloir aussi résoudre le problème des mondes. C'est probablement cette stratégie de ne plus vouloir résoudre les problèmes du monde qui a rendu le président Trump aux États-Unis un peu accepté. Parce que lorsqu'il a décidé, aux États-Unis bien sûr, mais pas sur la scène internationale, lorsqu'il a décidé de mettre fin à tout ce que les États-Unis font comme investissement ailleurs, puisqu'ils trouvent que c'est beaucoup. Et quand vous regardez les analystes qui ont pris la peine de mener des enquêtes, ils réalisent effectivement que ça coûte très cher aux États-Unis de jouer leur rôle de gendarme du monde, de jouer leur rôle de personnes ou d'États très concernés par le développement des pays. Ils investissent des milliards. Lorsque vous prenez le programme YALI et vous estimez ce que coûte l'hébergement, la formation d'un citoyen africain, durant le programme YALI, c'est des millions. Et ces millions viennent du contribuable américain. Donc, c'est vraiment coûteux. Et le président Trump a dit, il faut mettre fin à cela et faire en sorte que l'économie aux États-Unis prenne un boom. Et sur ce plan, lorsque vous regardez son bilan, effectivement, l'économie a pris une avancée aux États-Unis. Donc, pour le président Biden, la capacité à reprendre avec cette politique va être difficile, puisqu'il y a déjà eu une certaine rupture, et les Américains seront en train de l'observer sur s'il y a une reprise de cette politique, comment va se comporter l'économie. Il faudrait qu'ils trouvent la solution qui puisse permettre de reprendre ce processus d'aide tout en maintenant l'économie. Et ça, c'est pas gagné d'avance. C'est pas du tout gagné d'avance vu le contexte actuel que traversent aussi bien les États-Unis que la plupart des pays du monde entier. Et puis au plan militaire également, on a vu quand même Trump rappeler quelques troupes, par exemple le cas de Somalie et autres. Oui, il n'a pas rappelé quelques troupes, il en a rappelé suffisamment. Et certains analystes lui donnent du crédit pour la situation dans le monde arabe, entre Arabes et Israël, qu'il a quand même essayé d'amener une certaine paix. Donc, il y a eu un grand retrait des troupes américaines. Oui, et cela aussi a contribué à réduire les dépenses des États-Unis parce que ça coûte très cher, non seulement d'envoyer des troupes, mais de maintenir ces troupes, de les entretenir à l'extérieur. Donc sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qui va se passer ? Certainement, l'Afrique va avoir un intérêt puisqu'on a le développement du terrorisme en griffe qui semble sévir, surtout en Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et vous avez vu les intentions même de la Russie qui a eu un sommet avec les pays africains sur l'objectif de la sécurité. Donc on peut revoir les États-Unis intervenir, du moins se revenir dans la course sécuritaire et contribuer d'une certaine façon disons, on espère contribuer d'une certaine façon à réduire cette menace terroriste. Mais lorsque vous faites un feedback et que vous repartez sous l'administration Obama et la présence sécuritaire des États-Unis un peu partout dans le monde, vous constatez que cela n'a pas empêché forcément le terrorisme d'évoluer. Dans la période Obama, et il y avait quand même cet intérêt pour le maintien de la sécurité dans ces pays africains. Il y avait des troupes américaines dans un grand nombre de pays africains. On espère donc que peut-être la politique qui va être
utilisée ou mise en œuvre par le président Biden pourrait endiguer ce problème de sécurité. Toutefois, il faut noter et insister que ce problème de sécurité ne pourrait être endigué concrètement que si les États africains concernés venaient à mettre en place une stratégie efficace. Ce n'est pas forcément l'apport des armes qui viendront, le soutien matériel, logistique, qui va permettre de résoudre ce problème de sécurité, mais c'est beaucoup plus les êtres humains, c'est beaucoup plus les hommes, c'est beaucoup plus la capacité à maîtriser le terrain et qui n'est pas forcément ce que ces pays qui apportent. Nous reviendrons sur ces défis sécuritaires en Afrique et surtout le problème du terrorisme, comme vous l'évoquez là. Merci Morgane Assogba Metondi, vous êtes spécialiste des relations internationales. La politique étrangère africaine sous Biden pourrait ressembler un peu, et bien sûr, à celle sous Obama, puisqu'il s'agit des démocrates au pouvoir. Et l'espoir pour le continent africain, c'est que les États-Unis reprennent avec surtout les aides au plan financier. C'est bien cela. Voilà. Merci à vous, Morgane Assogba Metondi, pour toutes ces précisions sur donc, bien sûr, le pouvoir Biden, quelle place ou quelle priorité pour l'Afrique. Nous espérons que vous avez pu comprendre un certain nombre de choses et qu'il revient fondamentalement aux Africains, comme dans la conclusion de Morgane, que en dépit ou en dehors de tout ce que nous recevons comme soutien, de tout ce qui vient de la politique étrangère, et que nous prenions véritablement en charge, surtout sur les questions sécuritaires, les questions liées au terrorisme, et également des questions concernant la politique interne de chaque pays. Merci à tous.